À vos côtés, Michael Réau, bonjour. Bonjour Florence. En 2005, vous fondez la société Net Prestations à Angers pour créer une plateforme de veille stratégique sous le nom de SynDup. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'on la trouve sur Internet, SynDup. Et avec vous, donc, nous parlerons d'intelligence économique, comment maîtriser son environnement stratégique, la réputation de son entreprise et l'importance des droits d'auteur, qu'on appelle maintenant d'ailleurs les droits voisins. Cette nouvelle directive européenne, nous allons donc vous l'expliquer ce matin. Alors Michael, le 11 septembre, bingo, vous décrochez 500 000 € grâce à BPI France et vous intégrez le réseau Excellence de la Banque des entrepreneurs. Donc, nous verrons aussi les prochaines étapes de votre structure. Vous faites de l'intelligence économique, vous apprenez à maîtriser son environnement stratégique et la réputation de son entreprise, d'où l'importance pour vous des droits d'auteur, qu'on appelle maintenant droits voisins. Alors, avant de vous passer la parole, peut-être je vais expliquer ce que c'est que les droits voisins, ou vous voulez le faire? Alors, peut-être que je pourrais rebondir après la définition juridique du droit voisin sur l'enjeu dans notre métier, puis peut-être aussi apporter une précision sur ce qu'est l'intelligence économique. Absolument. Alors, pour beaucoup, donc en fait, l'adoption par le Parlement européen sur le droit d'auteur offre à la presse un nouveau levier de négociation en matière de revenus face notamment aux géants du web. Et oui, il est difficilement rentable d'être journaliste en fait, et les journalistes veulent se défendre et estiment que c'est pas normal que des gens comme Google ou Facebook récupèrent ce qu'ils écrivent pour le divulguer à tout le monde. Voilà pourquoi maintenant on appelle ça les droits voisins du droit d'auteur, qui constituent une partie particulière de la propriété littéraire et artistique en droit français. Alors un complément peut-être, Michael Réau? Alors, dans le secteur de l'information, de la presse et notamment du web, nos interlocuteurs sont plus le CFC, qui est le Centre français d'exploitation du droit de copie, qui représente les éditeurs de presse en matière de redevance sur l'usage qui est fait des articles en ligne. Leur métier historique, c'est également la collecte de droits vis-à-vis des photocopies, beaucoup dans les entreprises, les administrations. Et par extension donc sur le monde numérique qui depuis un certain nombre d'années va évidemment exploser. La manière de s'informer est de plus en plus digitale et en même temps les textes n'étaient pas forcément au goût du jour en matière de numérique. Donc il peut y avoir des formes d'interprétation sur ce qu'il est possible de faire avec les contenus publiés par les groupes de médias en ligne. Donc dans notre métier, étant donné que nous sommes éditeur d'une technologie. Alors, expliquez d'abord peut-être ce que vous faites et puis on reviendra au droit en même temps. Donc, que faites-vous avec cette plateforme? Que proposez-vous? Mais quel est votre métier de base finalement? Donc nous sommes d'abord et avant tout éditeur de logiciels qui s'inscrit en réponse à un besoin que nous avons tous, qui est de s'informer efficacement. Il est clair que le volume d'informations ne cesse d'augmenter et que pour notamment une entreprise, un décideur, ça devient un coût en termes de temps à passer pour bien s'informer. Et d'un autre côté, le temps n'étant pas extensible, un logiciel comme SynDup est là pour ne pas décrocher de son marché et d'être capable de détecter les risques, les opportunités, donc les informations clés au quotidien dans les prises de décision, sans pour autant consacrer plus de temps à cette surveillance. Donc on vient l'automatiser avec un certain nombre d'algorithmes, d'analyse de texte, d'intelligence artificielle. Donc vous allez prendre des informations que vous trouvez dans la presse numérique finalement, c'est ça? Alors oui, pas seulement. Vous rédigez aussi vous-même les infos? Alors c'est le web dans la globalité, donc les médias sociaux, blogs, forums, communiqués de presse, annonces de recrutement, ça peut être les appels d'offres, les brevets, les publications scientifiques, la liste en fait, de types de sources d'informations peut être très longue, mais bien évidemment les contenus de la presse font partie des centres d'intérêt. Il n'y a pas que la presse donc. Et donc si vous faites ça à la demande des clients, finalement vous adaptez selon son besoin d'information. En pratique, ce sont nos clients qui utilisent notre outil pour être totalement autonomes au quotidien dans la manière de s'informer qui évolue en permanence. Il y a toujours des nouveaux projets à conduire, des nouvelles veilles réglementaires par exemple à mettre en place ou des veilles commerciales, mieux connaître ses clients, son secteur d'activité en général. C'est un sujet qui est très mouvant. On doit en permanence réévaluer ces axes de veille et donc l'utilisateur est totalement autonome à pouvoir faire ce paramétrage. Alors pourquoi pour vous, en fait, droit voisin ou droit d'auteur, ça ne change pas vraiment grand-chose? Alors en fait, on a anticipé cette évolution réglementaire en passant un accord avec le CFC en juin dernier, qui est le fruit de plusieurs années. Donc c'est le syndicat de la copie, hein, c'est ça? Alors qui est en relation avec les syndicats de la presse
mais qui est une entité dont le métier est justement de gérer la collecte des redevances, puis ensuite, en accord avec les différents syndicats, d'assurer une redistribution selon une règle qui est définie en amont. Donc cet accord a permis vis-à-vis des entreprises qui utilisent des outils pour faire leur veille, qui sont de plus en plus nombreuses, moyennant 45 € par mois, d'avoir officiellement, grâce à des contrats commerciaux avec le CFC, une autorisation pleine et entière de la veille réalisée sur les contenus publiés sur les sites de presse. Et sur Internet en général, voilà, sur l'Internet. Finalement, le droit voisin qui va donner des outils juridiques supplémentaires aux grands médias pour notamment mettre la pression aux GAFA et aux moteurs de recherche, nous n'avons pas souhaité être en posture de réaction à des évolutions réglementaires, mais plutôt de construire la pérennité de ce marché, puisque les entreprises ont besoin de s'informer efficacement et ont surtout pas intérêt à ce qu'il y ait des défaillances dans les services de veille. Et donc en passant des accords commerciaux, ça permet de ne pas rentrer dans une guerre juridique ou technologique, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui les sites de presse déploient des technologies efficaces. Des robots, en fait, ce sont des robots qui tournent pour nous empêcher d'aller voir l'information, c'est ça ? C'est des anti-robots qui sont en mesure de bloquer les robots de Google, les robots de tous les systèmes qui font de la recherche et de la veille sur Internet. Ce qui donc ça, c'est transparent. Un peu la possession du trafic sur leur site. C'est transparent, on ne le voit pas. C'est totalement transparent. En pratique, c'est simplement le résultat d'informations qui ne remontent pas. Et donc, c'est un peu comme mettre des œillères aux décideurs en entreprise qui comptent sur ces systèmes numériques pour être bien informés. Et donc, il est important que le canal de communication et les accords passés entre le monde de la technologie et les producteurs d'informations soient pérennes, soient sains, et ça nécessite donc un accord commercial et non pas uniquement des guerres technologiques et juridiques. Oui, donc en fait, ce que vous dites, c'est qu'il vaut mieux être acteur de la protection et finalement avoir une certaine éthique, une certaine valeur pour utiliser l'information, mais en tout cas payer ce qu'il faut à ceux qui l'ont... Oui, c'est ça, en fait, c'est tout simplement le marché qui gagne en maturité. Au départ, tout le monde va un petit peu à sa façon dans son métier, et puis finalement la chaîne de valeur se clarifie, les acteurs discutent et deviennent complémentaires. C'est ce qui est en train de se passer et c'est plutôt relativement positif. Alors revenons un petit peu à votre métier, donc avec cette plateforme, donc je rappelle c'est SynDup. Qu'est-ce qu'on vous demande? Donnez-nous des exemples de ce que demandent vos clients finalement. Alors, la stratégie d'une entreprise, elle est diverse et multiple en fonction des directions métiers avec lesquelles on discute. En pratique, les principaux cas d'usage sont aussi bien la veille sur la concurrence, savoir ce qui se passe chez les concurrents et d'être en mesure de réagir en conséquence. Les évolutions réglementaires également. Dans notre cas, nous avons une veille justement sur la directive du droit voisin, parce qu'on a besoin d'être rapidement informé lorsque l'on discute avec nos clients de ces sujets-là ou dans nos rapports avec les éditeurs de presse. C'est la veille commerciale, mieux connaître ses clients d'une part, mais aussi détecter des opportunités d'affaires pour les entreprises, d'arriver avant la concurrence. Il y a vraiment un enjeu dans notre métier de réactivité. L'information elle est largement disponible. La question aujourd'hui, c'est le timing. Est-ce que la bonne personne dans l'entreprise dispose de l'information clé au moment où elle a le plus de valeur, donc dans des délais quasi proches du temps réel pour le quotidien des décisions. Voilà, ce sont les demandes les plus fréquentes finalement. Voilà, concurrence, veille commerciale, veille innovation, veille technologique, tous les risques et opportunités qui peuvent être aussi divers et variés. Quand on va dans un secteur ou dans un autre, à chaque fois on découvre l'immensité des sujets de préoccupation et des centres d'intérêt. Et toute la valeur d'une veille stratégique pour une entreprise apparaît par la singularisation de systèmes d'information. Il doit être le plus personnalisé possible. Une veille trop généraliste perd de la valeur, aussi bien aller sur Google Actualité. L'intelligence économique doit rentrer en profondeur sur ce qu'est une pépite informationnelle pour telle ou telle personne dans l'entreprise, de façon à lui amener des données très qualifiées et surtout ne pas retomber dans le biais de la surinformation, qui est ce que l'on vient justement. Et donc c'est ce qu'on appelle l'intelligence économique, c'est bien ça? Oui, l'intelligence économique, c'est 3 grands volets. La veille, qui est vraiment notre cœur d'activité avec le logiciel SynDup. C'est également les stratégies d'influence, au sens large. Ça peut être influence sur le digital, ça peut être influence au travers d'une forme de lobbying.
Ça peut être de l'influence en étant très acteur sur son marché. D'une certaine façon, le fait que nous ayons sur notre marché été les premiers à passer des accords dans le domaine de la veille avec les éditeurs de presse, c'est une forme d'influence aussi. Ça nous a permis d'établir des conditions et que nos confrères nous rallient plutôt que d'avoir finalement des conditions qui s'imposent. Donc voilà, l'intelligence économique, c'est la stratégie, la planification de l'entreprise et qui a besoin de se protéger son patrimoine informationnel et de l'enrichir avec cette connaissance qui doit être en permanence améliorée. On va passer la parole à Dominique Marceau. Oui, juste un mot pour vous dire que si le monde de la toile est en train de s'organiser, de se réguler, il existe des domaines concurrentiels, des domaines conflictuels, et un avocat généraliste, moi je serais incapable de conseiller utilement une société dans ce domaine. Mais il y a un grand nombre maintenant d'avocats très spécialisés dans ce domaine qui vous conseilleront parce que les conflits sont difficiles à régler, surtout que très souvent il y a des gens qui ne sont pas sur notre territoire, etc. Donc tous ces problèmes-là nécessitent des spécialistes et il y en a dans chaque barreau. Il suffit de demander aux ordres d'avocats pour avoir un avocat spécialisé dans ces matières. Oui, et c'est vrai que par exemple, il faut aller sur le site du barreau de son département et là, on peut chercher des avocats selon leur spécialité. Tout à fait, on a des renseignements précis et puis si vous ne les obtenez pas sur les sites, vous pouvez consulter également l'ordre des avocats en téléphonant à l'ordre qui vous renseignera. Voilà, l'ordre des avocats, il ne faut jamais hésiter à les contacter. Vous les appelez. Merci Dominique Marceau. On va tout de suite, Michael Réau, faire une nouvelle pause musicale et on revient après pour parler avec vous de votre stratégie d'entreprise. Voilà. Alors, on continue avec Michael Réau parce que son aventure d'entreprise est intéressante. Michael, donc, je rappelle que votre plateforme de veille stratégique, donc d'intelligence artificielle, comme on dit le mot à la mode, s'appelle SynDup, mais en fait, votre entreprise, l'aventure démarre en 2004. Alors, racontez-nous un petit peu le processus entre 2004 et maintenant. Alors, il y a eu en 2004 une période très créative avec beaucoup de projets dans les cartons, donc le lancement de plusieurs développements en parallèle. Certaines activités ont très vite été commercialisées, d'autres, comme c'est le cas avec SynDup, ont nécessité beaucoup plus de R&D. Il y a eu 5 années de recherche et développement sur cette technologie de façon à relever les challenges d'intelligence artificielle, d'analyse de texte automatisé et bien d'autres choses, pour arriver sur le marché en première version en 2009 et une commercialisation véritablement dès 2010. Donc 2004-2009, là vous ne pouvez rien commercialiser, c'est que de la recherche et du développement, donc que du coût finalement. C'est que du coût, autofinancé avec des prestations de digitalisation des entreprises, avec le lancement d'autres services tels que transfert de fichiers, des plateformes également. Donc en fait, vous arrivez à vendre un peu de services aux entreprises. Exactement, et donc toutes ces branches d'activité, c'est aussi la force du numérique, on peut entreprendre beaucoup de choses en parallèle, a au fil du temps été structuré avec un premier rapprochement avec un associé, puis nous avons décidé de mieux structurer encore cette démarche multistructure. Donc 2004-2009, vous êtes tout seul, vous créez ça tout seul. Voilà. Et à partir de 2009, vous vendez des parts pour avoir de nouveaux associés finalement. Oui, alors entre-temps, il y a eu d'abord des rapprochements capitalistiques, puis des co-créations d'entreprises. Mon associé qui s'appelle Michael également dans la holding InWest, nous avons désormais une dynamique de groupement. À la fois, nous avons réuni nos structures communes et puis pris des participations dans des sociétés complémentaires pour aujourd'hui être associés dans une douzaine de sociétés du digital et du B2B, ça veut dire des services aux entreprises. Donc pour faire fonctionner cette plateforme, vous êtes 12 finalement, 12 entreprises. Chaque entreprise est autonome, à sa propre équipe au quotidien dans la commercialisation et les développements. Donc l'équipe de SynDup, cette société compte aujourd'hui une quinzaine de collaborateurs. Et puis chaque autre société ont leurs équipes, il y a à peu près 110-115 collaborateurs dans les différentes sociétés. Alors à partir de 2012, vous ouvrez à plusieurs langues, c'est ça ? C'est ça, le début de l'internationalisation qui est passé par le produit. Il fallait que à la fois les sources d'information mais aussi l'interface du logiciel répondent aux besoins de nos clients, notamment grands groupes ayant des filiales à l'étranger. Et au fil du temps, c'est la commercialisation qui s'est internationalisée sur différents pays, à la fois par opportunité des contacts qui arrivaient. Voilà, vous avez fait comme les Américains, c'est l'opportunité qui crée l'installation ou la... C'est ça, et quand on sent que sur un marché, ça répond un peu plus, et on se positionne et on devient proactif. C'est le cas sur le Canada par exemple, sur Singapour de plus en plus, sur l'Afrique et l'Europe.
Ça, c'est vos prochains développements? Oui, qui sont en cours et que l'on va continuer d'accélérer. Et le financement de BPI France que l'on a récemment annoncé va nous aider sur ce plan également du développement à l'international. Voilà, donc comme je l'ai dit en introduction, vous venez vous allez avoir 500 000 euros pour continuer votre développement grâce à BPI France. Alors les 500 000 euros, vous les dédiez à quoi? C'est quoi les prochaines étapes? C'est deux parties, à la fois la R&D, qui est le nerf de la guerre dans notre Voilà, continuer à améliorer le moteur de recherche. On continue d'investir en intelligence artificielle, en machine learning. On développe très activement la partie mobile pour, dans notre secteur, se rapprocher toujours plus du décideur qui est beaucoup sur le terrain et en mobilité. Et puis le développement de l'international qui nécessite bien évidemment des moyens de structuration des équipes commerciales, d'études de marché, d'adaptation du marketing. Alors, qu'est-ce qui vous manque maintenant? C'est quoi? Vous cherchez du personnel? Quels sont vos besoins actuellement? Alors, le recrutement, il est permanent sur à la fois des profils en business développement. Il faut toujours saisir commercial, toutes les opportunités qui sont nombreuses, et donc il faut des équipes derrière pour accompagner les clients dans la signature, la fidélisation. Donc l'équipe commerciale, également sur la partie technologique, donc des profils développeurs à la fois ce qu'on appelle dans notre jargon front et back office. Et puis dans le marketing, dans la communication, là aussi, tous les talents sont les bienvenus. Il faut évidemment pas hésiter. Comment on fait pour vous contacter si on a envie de vous rejoindre? Alors deux possibilités par rapport à la dynamique digital B2B sur inwest.fr, qui est le site internet qui présente l'ensemble de nos activités, et spécifiquement sur SINDUP, la veille stratégique, sindup.com. Merci Michael. Alors on va quand même parler un petit peu de plusieurs actualités d'ailleurs qui vous concernent, parce que il y a des salons auxquels vous allez être présents. Donc c'est le forum qui a lieu demain 4 et 5 octobre au Palais Brognard. C'est le forum Dev Eco. C'est réservé en fait aux agences de développement. Voilà, aux agences de développement du territoire. Donc, par exemple, le CEVO dans le Val d'Oise doit être présent à ce forum. Et vous allez intervenir? Voilà, sur le grand journal de l'actualité qui est à 14h pour parler de l'intelligence territoriale, qui est un des axes de l'intelligence économique, donc en faveur du développement de l'attractivité, de la compétitivité des territoires, attirer les investissements, que ce soit étrangers, les implantations, favoriser le tissu économique. Voilà. Même les présidents de communautés de communes ont besoin d'intelligence économique. Exactement, les CCI, tous les acteurs locaux. Alors ensuite, le 11 octobre, c'est le salon de BPI France. C'est le salon BPI France InnoGénération. C'est le rendez-vous des entrepreneurs à l'Accor Hôtel à Arena. Et puis là, il y a 40 000 entrepreneurs en général qui créent un événement centré sur la rencontre business. Donc allez-y, au programme, il y a 1000 intervenants, 300 ateliers conférences et à peu près 100 speakers français et internationaux qui vont donner des bonnes pratiques. Et puis enfin, le 12 octobre, là, c'est vous, Michael Réau, qui intervenez à l'Institut des hautes études de défense nationale dans le cadre du 62e cycle économique et stratégique. Alors, sur quel thème allez-vous intervenir? Sur les innovations de rupture et la manière de les transformer en opportunités qui évidemment touchent à l'intelligence économique, à la capacité de bien s'informer, mais aussi et surtout de transformer l'information en prise de décision. Donc ça va être le thème de cette intervention. Merci beaucoup à vous deux, Michael Réau et Dominique Marceau, pour votre intervention ce matin.